C'est une affaire dont tout le monde parle en ce moment. Comment une élève brillante, pom-pom girl, de l'équipe universitaire et jeune fille de 18 ans, avec toute la vie devant elle, a-t-elle pu se retrouver morte sur un navire de croisière Carnival? Nous connaissons l'heure du décès d'Anna Kepner et le moment estimé de sa mort par le médecin légiste de Miami. Mais il reste encore tant de questions sans réponse. Nous parlons à un coroner de ce qui entre en jeu pour déterminer les éléments clés de ce mystère et de ce qui pourrait se passer ensuite. Nous sommes sur l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Plongeons dans les indices de cette affaire. La jeune Anna Kepner, retrouvée morte sur un navire de croisière Carnival ce week-end. Je vais maintenant accueillir le docteur Nada Rutherford, le médecin légiste du comté de Richland, en Caroline du Sud, dans un instant, pour examiner ce qui entre réellement en jeu dans une enquête comme celle-ci. Ce qu'une autopsie peut révéler, comment une autopsie nous indique ce qui arrive à une personne lorsqu'elle meurt. Mais avant d'aborder cette partie, je veux parler de ce que nous savons jusqu'à présent dans cette affaire. Voici une vidéo filmée par Sheldon Fox, journaliste à WSVN-TV à Miami. Une vidéo montre un corps évacué du navire de croisière Carnival l'Horizon. Cela s'est passé le samedi 8 novembre. Le corps a ensuite été transporté au bureau du médecin légiste du comté de Miami-Dade, où ils ont révélé des informations très intéressantes dont nous allons parler dans un instant. Voici la jeune fille au centre de cette affaire, Anna Kepner, âgée de seulement 18 ans. Elle était en terminale au lycée à Titusville, une communauté de la côte est de la Floride. C'est à l'est d'Orlando. Son lycée a garé sa voiture à sa place de parking réservée au terminal en hommage, et cette voiture restera là pour le reste de l'année en mémoire de qui était Kepner. Sa famille l'a déclaré à American Broadcasting Company News, dans ce qu'ils disent être leur seule interview pour le moment, que Kepner avait récemment passé un test pour potentiellement rejoindre l'armée après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. C'était une jeune fille qui avait beaucoup de projets. Maintenant, ses réseaux sociaux la montrent comme une adolescente plutôt typique. Elle adorait faire des danses TikTok et passer du temps avec ses amis. Voici sa dernière publication sur les réseaux sociaux. Publiée la veille d'Halloween, le 30 octobre, la photo porte la légende « Tu mérites d'être heureux, même si ce n'est pas avec moi ». On ne sait pas si elle sortait avec quelqu'un ou qui était dans sa vie au moment de sa mort. On ne sait pas non plus avec qui elle était en croisière, si elle y est allée seule ou si elle était avec un groupe ou des membres de sa famille sur le horizon lorsqu'elle est décédée. Parlons de ce navire sur lequel elle se trouvait, car c'est un cadre très particulier pour une enquête de ce genre. Le Carnival Horizon est un grand paquebot pouvant accueillir environ 4000 passagers. Je veux dire, c'est la taille d'une petite ville, c'est une ville flottante avec 15 ponts. Les gens peuvent vivre une expérience incroyable à bord pendant leurs vacances et découvrir divers lieux des Caraïbes, comme la Jamaïque, les îles Caïmans ou Cozumel au Mexique. À bord, de nombreux restaurants, bars et espaces permettent aux gens de profiter de leur semaine. Je suis sûr que le FBI examine tous ces lieux pour comprendre ce qui est arrivé à Anna Kepner. Maintenant, nous savons grâce au TikTok d'Anna que c'était en fait la deuxième croisière Carnival à laquelle elle a participé cette année. Voici une vidéo qu'elle a publiée en mai de cette année lors d'une croisière, avec la légende « Je veux y retourner ». Il semble que lors de cette croisière, elle était avec des membres de sa famille. Mais encore une fois, pour cette croisière-ci, nous ne savons pas avec qui elle voyageait. J'ai contacté Carnival Cruise Lines, voici leur déclaration. Le décès d'une passagère voyageant à bord du Carnival Horizon, qui est revenue au port de Miami le samedi matin 8 novembre, fait l'objet d'une enquête du FBI. Puisqu'il s'agit d'une enquête en cours relevant des forces de l'ordre, seul le Bureau des affaires publiques du FBI de Miami peut fournir plus d'informations. Notre priorité est d'apporter notre soutien à la famille de notre passagère. J'ai également contacté le FBI. Ils ne nous ont pas encore répondu, mais ils ont confirmé à d'autres médias qu'ils participent à l'enquête. Carnival l'a aussi indiqué dans leur déclaration. Mais à part confirmer le décès d'Anna Kepner, ils ne donnent pas plus d'informations. Maintenant, examinons ce que nous savons à ce stade concernant cette enquête. Parce que, selon le bureau du médecin légiste de Miami-Dade, et cela a été un élément clé de cette affaire, la mort d'Anna a été déterminée comme étant survenue la veille du retour du navire au port, le 7 novembre. Le médecin légiste indique que l'heure du décès d'Anna est 11h17 le matin du vendredi. C'est bien sûr une heure très précise, 11h17 le matin. J'attends Dr Rutherford, le coroner, avec qui nous avons déjà discuté de ce que cela pourrait signifier. Maintenant, il n'est pas clair comment Anna était morte. Il semble connaître l'heure de sa mort, mais la cause du décès n'a pas encore été révélée. Le FBI n'a pas encore commenté cette affaire non plus, et ils n'ont pas dit s'ils pensent qu'il y a eu acte criminel dans la mort d'Anna.
Son corps a été remis à ce stade à une entreprise de pompes funèbres près de sa ville natale, où elle sera inhumée. Les premiers résultats de l'autopsie n'ont pas été rendus publics. Et il pourrait falloir plusieurs semaines avant que les résultats définitifs ne soient quand même communiqués. C'est selon floridatoday.com. Si les informations du médecin légiste sont exactes, Anna serait décédée vendredi matin avant midi, et le navire a mis environ 24 heures à revenir à Miami. On ignore quand, où et dans quel état son corps a été retrouvé à bord. Le FBI déclare désormais enquêter sur les décès suspects de citoyens américains. Il faut noter que le fait que le FBI enquête ne signifie pas forcément qu'il y a eu acte criminel. À ce jour, ils n'ont pas encore utilisé officiellement le terme « suspect » dans cette affaire. Mais sur son site web, le FBI précise qu'il a l'autorité d'enquêter sur les infractions criminelles et de faire appliquer la loi aux États-Unis sur les navires de croisière, sur d'autres navires, en haute mer ou dans les eaux territoriales des États-Unis. Cela dépend de nombreux facteurs: l'emplacement du navire, la nationalité de l'auteur présumé ou de la victime. Ici, on ignore s'il y a un auteur présumé, la propriété du navire, les ports d'embarquement et de débarquement et le pays d'immatriculation du navire. Il est précisé que les États-Unis ont juridiction sur les crimes commis à bord d'un navire si ceux-ci ont lieu dans leur juridiction maritime, et que le navire appartient, en tout ou en partie, à une personne ou une entreprise américaine. Il existe aussi une juridiction sur les crimes impliquant un ressortissant américain à bord d'un navire étranger. Si les crimes ont lieu au cours d'un voyage dont le départ ou l'arrivée est prévu aux États-Unis. Maintenant, les navires comme le Horizon, encore une fois, ils sont énormes et la compagnie de croisière dispose de sa propre équipe de sécurité à bord du navire. La compagnie a aussi une équipe de sécurité au siège qui échange avec le FBI sur tout crime potentiel à bord. En fait, l'un de nos experts plus tôt cette semaine, un ancien agent du FBI, a déclaré « De nombreux anciens agents du FBI travaillant dans la sécurité d'entreprise des compagnies de croisière ». Carnival indique sur son site avoir investi des milliards ces 10 dernières années dans la sécurité de ses navires. Je cite, « Tous les navires sont également surveillés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans un centre d'opération de flotte ultra moderne situé à notre siège à Miami. » En plus de la surveillance électronique du navire, le centre d'opération de flotte comprend des experts techniques, maritimes et nautiques pour assister le capitaine et son équipe en dépannage et résolution de problèmes. Maintenant, il n'est pas clair quel type de caméra ils avaient sur Anna la nuit où elle est décédée. Maintenant, je veux continuer à le répéter, parce que lorsque vous cherchez cette affaire en ligne, vous voyez beaucoup de spéculations. Beaucoup de rumeurs circulent sur Internet à propos de la façon dont cette jeune fille aurait pu perdre la vie. Et la vérité, c'est que le FBI ne confirme que le décès d'Anna. Nous ignorons pour l'instant la cause de son décès et ce qui s'est passé à bord de ce navire. Et encore une fois, le FBI n'a pas dit s'il pense qu'il y a eu acte criminel, mais si c'est le cas, il est important de noter que ce serait extrêmement rare sur un navire de croisière. Maintenant, la seule information que nous avons pu trouver à ce sujet provient d'un blog appelé Luxury Travel Diva, qui cite des informations de la Cruise Lines International Association, indiquant qu'il n'y a eu que 15 décès dus à la violence sur des navires de croisière depuis l'an 2000. Donc, ce serait extrêmement rare si c'est la direction que prend cette enquête. Maintenant, nous voyons des publications de personnes qui disent qu'elles étaient à bord de l'Horizon le jour où Anna est décédée. Une femme à bord du navire a écrit sur Facebook « Nous avons reçu l'appel d'urgence ce matin-là, mais jamais nous n'aurions imaginé apprendre cette tragédie. » Ensuite, il y a un autre voyageur qui écrit, je cite, « Une jeune fille de 18 ans nommée Anna Kepner a été retrouvée décédée sur le navire sur lequel nous étions, le Carnival Horizon. Vendredi, vers midi, alors que nous étions assis dans la zone de la piscine Havana, nous avons entendu l'appel d'urgence médicale diffusé par les voix de haut-parleurs du navire. Maintenant, si sa date est correcte et que c'est bien vendredi que le corps d'Anna a été découvert, que s'est-il passé entre ce moment-là et l'arrivée du navire au port de Miami le samedi ? Maintenant, alors que tant de questions entourent sa mort, nous voyons de nombreuses personnes rendre hommage à cette jeune fille qui a perdu la vie, une fille qui avait un avenir si prometteur devant elle. La famille d'Anna a confié à American Broadcasting Company News qu'elle aimait l'eau, avait un permis de navigation et était certifiée en plongée sous-marine. Elle aimait passer du temps avec ses amis, faire du shopping et se maquiller, comme beaucoup d'adolescentes. Sa famille l'a décrite à American Broadcasting Company News comme une élève joyeuse, brillante, avec de très bonnes notes et un bel avenir. Sa famille a indiqué qu'Anna venait de réussir ce test pour intégrer l'armée après le lycée. Sa famille a indiqué qu'elle pratiquait la gymnastique, enfant, puis était devenue pom-pom girl à l'université. Kepner a fréquenté le Temple Christian School qui lui a rendu plusieurs hommages depuis son décès. Un enseignant écrit
Tu étais une jeune femme brillante et bienveillante, apportant chaleur et énergie en classe. Ta curiosité, ta douceur et ton attention envers les autres ont marqué durablement moi et tous ceux qui t'ont connu. Tu vas me manquer quand tu passais dire bonjour dans mon bureau et que ça devenait une conversation amusante. Te perdrai déchirant, mais je reste reconnaissant pour le temps que j'ai passé avec toi et le privilège que tu sois devenu membre de notre famille TCS. Ton absence se fera sentir chaque jour, mais ton impact et les souvenirs que tu as créés continueront de vivre dans nos cœurs. Rejoignez-nous maintenant pour parler davantage de cette enquête et de ce qu'elle pourrait devenir avec la docteure Nada Rutherford, la médecin légiste du comté de Richland, en Caroline du Sud. Merci pour votre temps. Comme toujours, avec des enquêtes comme celle-ci où nous attendons encore d'en savoir plus, une partie de cette enquête semble vraiment poser problème et nous attendons de voir ce qui va arriver. Ensuite, l'heure du décès indiquée par le médecin légiste de Miami-Dade est 11h17, le matin du vendredi 7 novembre. Qu'est-ce que cela vous dit? Eh bien, la précision de cette heure est vraiment intéressante pour moi. Donc, soit ils ont plus d'informations que nous à ce moment-là pour pouvoir indiquer précisément 11h17 du matin. Normalement, quand on fait une déclaration de décès, et surtout si c'est le lendemain qu'on découvre le corps ou qu'on est en contact avec le corps, on va donner une estimation comme entre 9 et 11 heures du matin ou entre 10 et 11 heures du matin. Peu importe cette plage horaire parce qu'on ne sait peut-être pas exactement. Donc, ça me dit qu'ils ont soit une ligne de communication directe, soit avec son téléphone, soit avec la dernière personne connue à lui avoir parlé. La chronologie qui a mené à ce 11h17 va être très importante. Et je pense que c'est comme ça qu'ils ont cette heure précise. Et tu sais, c'est important de le savoir. On ignore, sur ce paquebot de croisière, l'un de ces énormes navires de 4000 passagers. C'est comme une ville flottante. Nous ignorons où son corps a été retrouvé, que ce soit en cabine, au restaurant ou sur le pont de la piscine. Mais le 11-17, cela pourrait aussi signifier que, quelle que soit la position dans laquelle son corps a été retrouvé, c'était à 11h17 du matin. Ça ne veut pas forcément dire que son dernier souffle était à 11h17. Exactement. À moins qu'ils aient des caméras. J'ai eu une affaire étrange où une fille est entrée filmer, s'est allongée et ne s'est jamais relevée. Ils ont noté l'heure du décès au moment où elle a cessé de bouger, car elle agissait déjà un peu bizarre avant. Nous avions une heure précise. Ce pourrait être une situation où elle a été retrouvée dans un lieu public et les caméras montrent peut-être qu'à ce moment-là, elle a cessé de bouger, de respirer ou qu'il n'y avait plus de signes de vie. Et quand il s'agit de l'heure à laquelle le navire est revenu à Miami, il semble donc que c'était une croisière de 6 jours dans les Caraïbes. Et ensuite, il fait son trajet. Il quitte Miami, puis il revient à Miami. On ignore quand son corps a été retrouvé, mais le décès est fixé à 11h17 vendredi. Le navire ne revient que le matin du lendemain. Est-ce que cela vous dit quelque chose sur ce qui a pu se passer à bord du navire? Il fallait environ 24 heures avant que son corps soit ramené à terre pour l'examen du médecin légiste. Cela ne nous apporte pas d'informations en plus. Nous savons seulement qu'elle est morte le 7 novembre et il semble en être certain. Donc, que ce soit la rigidité cadavérique dans laquelle elle a été retrouvée, c'est la raideur des muscles qui survient après la mort, et cela se produit entre 2 et 6 heures après le décès. Donc, ce que vous avez, c'est une situation où vous savez que son corps a commencé à se raidir. La rigidité cadavérique se relâche après 24 à 36 heures. Cependant, certains éléments peuvent accélérer ou ralentir ce processus. Donc, c'est la Floride, c'est une croisière, il va y avoir de l'humidité, il va faire chaud, et donc cela peut aider à accélérer le processus. Donc, je serais très intéressée de savoir dans quel état se trouvait son corps lorsqu'il a été reçu par le bureau du médecin légiste. Beaucoup croient que les corps elles vont au congélateur, mais ils sont simplement réfrigérés. Et parfois, s'ils savent qu'ils vont retirer ce corps du navire, il se peut qu'il ne soit pas forcément réfrigéré. Il peut simplement être gardé dans un endroit frais ou une zone à température contrôlée jusqu'à ce qu'il puisse l'emmener au bureau du médecin légiste. Mais encore une fois, ce corps ne cesse pas de se décomposer. Les processus post-mortem normaux persistent.
Je souhaite savoir où et comment elle a été conservée, ainsi que l'état du corps à son arrivée au bureau du médecin légiste. Encore une fois, cette précision sur la date du 7 novembre, d'où provient-elle? Tant de questions subsistent. Oui, et en ce qui concerne simplement l'heure du décès, connaissez-vous la cause du décès si vous connaissez l'heure du décès? Non, pas forcément. Ce n'est pas parce que vous savez quand quelqu'un est décédé que cela vous donne vraiment des réponses. Ce dont nous avons vraiment besoin en ce moment, c'est de l'autopsie. J'ai besoin d'un examen externe pour me dire ce qui a été observé sur ce corps. Y a-t-il des marques de strangulation? Y a-t-il des signes de traumatisme? Y a-t-il des blessures de défense? Faut-il effectuer un kit de viol? Je voudrais savoir le contenu de son estomac et les résultats toxicologiques, notamment s'il y a quelque chose dans son urine. Encore une fois, une autopsie et une toxicologie complète avec des échantillons d'urine vitreuse et de sang. Je veux tout savoir. Souvent, nous, surtout en tant que journalistes de faits divers, ou les spectateurs, parlons seulement des résultats d'une autopsie, alors que vous, j'en suis sûr, en pratiquez tous les jours. Qu'est-ce qu'une autopsie exactement? Vous savez, ce corps arrive, il est dans votre bureau. Que faites-vous pour découvrir son histoire et comprendre comment il en est arrivé là? Eh bien, il y a deux parties. Il y a la partie enquête qui va venir du FBI à ce stade, parce que nous savons que c'est eux qui s'en occupent. C'est leur juridiction lorsqu'un décès survient en mer. Donc nous aurons absolument besoin des informations du FBI. Concernant l'autopsie, le corps sera réceptionné et la chaîne de possession confirmée. Ensuite, le sac sera ouvert, le corps sera examiné et photographié avant même d'être touché. Il sera examiné et photographié simplement visuellement. Toute marque, égratignure, piqûre, blessure, la position des bras, des yeux est notée par l'attaché noir, parce que cela nous renseigne aussi sur l'heure du décès. C'est un peu comme une ligne sombre qui traverse l'œil, et cela peut parfois nous donner des informations sur le moment où cette personne est décédée. Donc, nous examinons toutes ces choses, de face comme de dos. Nous annotons tous ces éléments. Ensuite, on réalise l'incision en IELTS. On commence aux épaules, on descend. Cela ressemble littéralement à un IELTS. L'incision passe sous le nombril. Ensuite, le corps est ouvert. La cage thoracique est fracturée et le sternum est retiré. Ensuite, chaque organe est examiné puis retiré du corps. Ils sont pesés puis disséqués afin de vérifier s'il y a, par exemple, une embolie pulmonaire dans les poumons, s'il y a un hémopéritoine ou s'il peut y avoir du sang autour du sac du cœur ou du liquide autour du sac du cœur. Nous recherchons toutes ces choses pour voir s'il y a des anomalies dans la forme, le poids des organes ou dans leur apparence visuelle. Ensuite, on prélève généralement des échantillons de chaque partie de l'organe. Ensuite, ils les mettront sur des lampes. Ils feront différentes coupes du cerveau et encore une fois des autres organes. Ils les placent dans ce qu'on appelle des cassettes, puis ils les emmènent au laboratoire de pathologie et un pathologiste médico-légal, les examine pour tout ce qui ne peut pas être vu à l'œil nu. Ils les mettent sous microscope et les examinent plus en détail. Parfois, on observe des cristaux d'oxalate de calcium dans les reins après qu'une personne a été forcée de boire de l'antigel, souvent à son insu car cette substance incolore, inodore et légèrement sucrée peut être ajoutée à une boisson. Mais cela peut ne pas être immédiatement apparent lors de l'autopsie, mais cela peut certainement être observé lorsque vous placez ce morceau de rein sous le microscope. Vous verrez alors ces cristaux d'oxalate de calcium. Une autopsie est complexe. Ils prélèvent aussi des liquides oculaires comme le vitré. Ils vont prélever des échantillons de sang et aussi des échantillons d'urine au cas où il y aurait quelque chose dans ces tissus ou ces liquides qui pourraient nous en dire plus sur la cause du décès. Combien de temps faut-il pour faire une autopsie? Je veux dire, si son corps a été, vous savez, amené au bureau du médecin légiste samedi matin, que se passe-t-il ensuite? Donc, cela dépend du travail, de la charge de travail dans ce bureau. Dans le comté de Richland, nous faisons les autopsies sous 24 heures. J'apprends, après avoir parlé avec des gens à travers le pays, qu'il est très rare qu'une autopsie soit faite le jour même ou dans les 24 heures. Donc, la plupart du temps, l'autopsie est réalisée dans un délai de 7 jours. Et il recueille toutes ces choses. Il faut penser que lorsque le sang cesse de circuler dans le corps, tout s'arrête.
mais il faut essayer de prélever ces liquides le plus tôt possible afin d'éviter toute interférence due à la décomposition du corps et la présence de substances supplémentaires comme de l'alcool. Ton corps produira naturellement des alcools lors de la décomposition post-mortem. Et donc, tu ne veux rien qui puisse brouiller ton enquête. J'imagine qu'il ferait cette autopsie le plus vite possible. Et en ce qui concerne l'heure de sa mort, qui serait un peu avant midi vendredi, le navire ne revient au port que le lendemain. Nous ne savons pas si le FBI a envoyé quelqu'un en hélicoptère ou s'ils sont arrivés au navire sur un plus petit bateau pour commencer l'enquête. Je veux dire, encore une fois, on ne sait pas s'il y a eu acte criminel ici. Mais combien de temps avez-vous, une fois que vous trouvez un corps, pour examiner ce qui pourrait être une scène de crime, ou du moins les preuves importantes autour, afin de commencer une enquête? Je ne sais pas ce qui s'est passé sur le bateau durant les 24 heures après qu'elle a été retrouvée. C'est à ce moment qu'elle a vraiment été découverte, entre l'événement et le retrait de son corps du navire. N'est-ce pas? L'enquête aurait dû débuter aussitôt la découverte du corps. Il fallait sécuriser les lieux où elle a été retrouvée, même dans un espace commun. Il devait verrouiller la scène, parce que la chaîne de possession va être extrêmement importante pour que la famille obtienne les réponses dont elle a besoin et peut-être justice pour cette jeune femme décédée. Alors, ont-ils sécurisé la scène où son corps a été retrouvé et combien d'informations possèdent-ils? Et encore une fois, ils peuvent ne rien nous dire en tant que public, ce qui est tout à fait leur droit, car il s'agit d'une enquête en cours. Mais dès que ce corps a été retrouvé, tout aurait dû s'arrêter immédiatement et tout aurait dû être préservé. Donc, peu importe si c'était, vous savez, un morceau de serviette en papier posé par terre près d'elle, cela aurait dû être collecté comme preuve potentielle. Je sais qu'il n'y a pas de paquebot de croisière dans le comté de Richland et que vous ne gérez sans doute pas ce type d'affaires, mais en parlant avec vos collègues ailleurs, à quelle fréquence traitez-vous une affaire similaire? Donc, ce n'est pas extrêmement courant. Nous avons tous vu des cas d'intoxication alimentaire ou d'autres situations rares, mais cela reste peu fréquent. Je veux dire, en général, les croisières sont des activités sûres, amusantes et agréables à faire, et vous n'avez pas vraiment à vous inquiéter pour la sécurité à ce niveau-là. Mais nous savons tous que le mal voyage, et j'espère pour cette jeune fille que ce n'était pas un cas où le mal voyageait avec elle. Oui, non, très bien dit. Beaucoup se souviennent d'elle. À 18 ans, elle avait déjà accompli beaucoup et toute sa vie devant elle. Nous attendons d'autres informations du FBI. Dr Nada Rutherford, coroner du comté de Richland en Caroline du Sud, merci d'être avec nous sur Law and Crime. Merci beaucoup de m'avoir invité, Chris. D'après la nécrologie de Kepner, sa célébration de la vie est prévue pour le jeudi 20 novembre. C'était l'affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. Nous vous retrouverons la prochaine fois.